Je connais un homme très savant et de jugement ferme, qui n'a jamais pu prendre sur lui de faire un cours. Sans doute, il en accuse une imagination trop mobile, et cette timidité folle qui efface tout ce que l'on sait dans le moment même où l'on en a le plus grand besoin. Mais ces effets de l'imagination sont eux-mêmes purement imaginaires. Dans le fait, dès que l'on a commencé la première phrase, tout le reste va, et l'on voit qu'il n'y a rien de si commun qu'un homme capable de parler 1 heure durant, sans beaucoup chercher ses mots et sans tromper l'attente de l'auditoire. Toutefois, la question est de savoir si l'on n'a jamais pu instruire quelqu'un par ce moyen. Je crois que nous confondons les genres, et que l'éloquence n'a rien de commun avec l'enseignement. L'éloquence réveille ce qui est déjà connu, mais qui dormait, mais qui était sans force, et désordonné par la maigre conversation. L'orateur est celui qui remet debout votre propre idée, de façon que ce qu'il dit soit justement ce que vous auriez voulu dire et que vous ne saviez pas dire. Comme ils sont 100 ou 1000 qui renaissent ainsi à eux-mêmes ensemble par la magie de l'orateur, il y a un échange de témoignages, par l'applaudissement, par les mouvements de l'attente et de la pleine satisfaction, par le silence même. Ces témoignages font preuve, mais d'une certaine manière. Preuve d'importance, plutôt que preuve de vérité. Quand mon socialisme, ou mon nationalisme, ou mon catholicisme faiblit par la solitude, cela ne veut pas dire précisément que j'en doute. Il est mieux de dire que j'y crois toujours, et que l'objet manque seulement de consistance. Je ne retrouve plus cette forte apparence, qui m'assurait sans autre examen comme c'est faire une chose. L'orateur n'apporte donc point de preuve, mais plutôt le sang, la chair et le mouvement, qui manquent toujours trop à toutes les espèces de preuves. Il réveille et rassemble, par son cri, le troupeau des forces inférieures, occupé à paître. L'orateur ressemble donc assez à ces maîtres de gymnastique qui disposent le corps selon l'esprit. Enseigner est une autre fonction, dont on n'a presque point vu encore les effets. Et ceux qui disent que nos maîtres négligent trop l'éducation, en considérant l'instruction seulement, se trompent tout à fait. Car tout est, au contraire, éducation en notre enseignement. Je dirais presque que tout est maniement d'armes. J'entends les cris uniformes et invariables des instructeurs, et je vois les conscrits un peu gauches qui s'étudient à disposer leur corps selon le cri. Je ne connais que la version latine, ou quelque autre exercice de ce genre, qui apaise le cri et nous mette enfin en présence d'une idée qui ne soit pas une arme. Et ce seul pouvoir de considérer une idée sans l'empoigner aussitôt a suffi pour élever même des esprits médiocres au-dessus du fanatisme tremblant. Mais les meilleurs, par une plus longue familiarité avec la forme belle, ont fini par retrouver leur propre corps en ces pensées étrangères. Par ce détour, la gymnastique revient, et l'esprit est assuré de lui-même. Voilà à peu près ce que c'est que penser sans crier. C'est ce que pressentait et préférait sans doute l'homme timide dont je parlais. Forte tête, assurément. Trop sensible au cri humain, trop sensible à son propre cri. Mais il y a heureusement plus d'un chemin vers le silence pythagorique.